Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, Yves Montand aurait eu 100 ans cette année. Ses chansons et ses films qu'il a tournés ne font pas cet âge. Les nouvelles générations les découvrent et les plébiscitent. Vous avez décidé de faire rimer protection et transmission. Bonjour Carole Miel. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai que vous avez vécu 10 ans avec Montand, vous êtes la mère de Valentin, son fils. Et donc en ce jour de centenaire justement, et en cette année de centenaire, on va l'évoquer. Il y a un livre, La force du destin, que vous sortez aux éditions de Martinière. Oui. Et en même temps, on va évoquer le parcours de Montand à travers des dates. Absolument. Parce que c'est un parcours quand même unique. D'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'il pensait à sa postérité, Yves Montand? Écoutez, non. Sincèrement, je ne pense pas. Non, Voilà. parce qu'il m'en a pas parlé. Donc, Vous en parlez pour lui. j'en parle pour lui, voilà. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est un document qui figure dans ce livre-album, qui est le 23 décembre 1942, le premier contrat avec Audifred. Oui. Et ça, c'est 1500 francs. Et pour la première fois, il est en vedette, en tête d'affiche. Exactement. Voilà. Ça y est, il est arrivé à réussir, en fait, et à subvenir, en plus, grâce à cet argent, aux besoins de la famille. Il est en haut de l'affiche. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'il va il va y rester pendant 50 ans, 60 ans. Exactement. 50 ans. Cette soirée, c'est à Port-de-Bouc, 23 décembre, Oui. une veille de Noël, d'ailleurs dans une zone occupée depuis un mois. Ben Il oui. continue à chanter. Eh oui. Oui. Alors, la chanson, pour lui, ça a commencé à Marseille, je crois. La chanson, ça a commencé à Marseille sur une sorte de défi relevé qu'il a relevé puisque son frère, il se moquait de certains petits jeunes qui s'essayaient à monter sur une estrade proche de leur maison familiale. Et son frère, alors, il se moquait un petit peu, mais gentiment. Et son frère lui dit un jour, eh ben, écoute, si t'es si fort que ça, tu devrais le faire. Et il l'a fait. Et tout est parti de là. Je crois que c'était au Bar des Mûriers. C'est un terrain de boule transformé en café-concert. C'est cela, voilà. Il y avait une petite estrade avec un monsieur qui s'appelait Berlingot, Oui. qui effectivement l'avait fait monter sur scène. Il avait chanté Trenet et puis il avait fait cette imitation. Il a imité Donald Duck. Donald Duck, absolument. C'est pourquoi, comme ça? Oui, je pense. Mais moi, vous savez, il m'a pas parlé de ce genre de choses. Parce que mon temps était plutôt, je dirais, parlait du présent et du futur, moins du passé. Alors, il faut savoir que la voix de Donald Duck, c'est Clarence Nash qui l'a créée. Il faisait cette imitation à la radio, il a été repéré par Walt Disney et il a fait Donald pendant 50 ans. Ouais. C'est comme quoi. Ouais. Alors, il s'appelle à l'époque encore Yves Olivier. Il s'appelle encore Yves Olivier et bien sûr Audifred, enfin pas Audifred, mais Berlingot va évidemment très vite lui dire c'est pas vraiment un nom clinquant qui est bien pour la scène, ce serait peut-être bien d'en changer. Et tout à coup, il a repensé à sa maman qui, lorsqu'il jouait dans la rue avec ses petits copains, l'appelait pour les repas en lui disant Yves Montand. Et du coup, voilà, ça lui a parlé et c'est devenu Yves Montand. Au départ avec un T. Oui. Et il a changé ensuite. Oui, c'était mieux avec un D. Oui. Alors, il se trouve qu'il est né à Monsumano, c'est en Toscane, c'est un petit Oui. village Oui. où je crois que ses parents étaient très actifs dans la cellule communiste locale. Absolument. À Monsumano Alto, parce qu'il y a Monsumano, Ouais. Basso, je dirais, qui est quand même la vraie petite cité. Et puis eux habitaient Monsumano Alto. Il y a toujours la maison familiale sur laquelle il y a une plaque maintenant. Et il y a surtout un théâtre que nous avons inauguré il y a une dizaine d'années avec Valentin, parce que le théâtre, vraiment le théâtre municipal de Monsumano porte dorénavant le nom d'Yves Montand. Voilà. Alors, si les parents quittent Monsumano, bien sûr, c'est à cause de l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Voilà. Et les chemises noires qui font évidemment qui font des malheurs au papa. Donc Giovanni Livi, et Giovanni, à force d'être battu, on incendie sa petite fabrique de balais, en a assez et décide de partir à pied à Marseille. Oui, au départ, il avait envisagé, ce qui est curieux, les États-Unis. Ah oui, pour lui, Marseille n'était qu'un passage. Mais le but, c'était d'aller aux États-Unis. Et il arrive, et je crois que la veille, le consulat américain ne donnait plus de visa aux Italiens. Voilà. Alors, c'est une petite maison dans les collines, on est un peu dans Jean de Florette. Oui, mais je crois que c'est un quartier pas très bien famé, dans des conditions extrêmement pauvres. Donc je dirais pas ça parce que je crois que les paysages n'étaient pas aussi jolis que ceux de Jean de Florette. Et l'école communale, ça marche, mais après l'école, il va quitter l'école à 11 ans, je crois, Yves Montand. Voilà, il quitte l'école à 11 ans parce qu'il a une grande taille et donc il arrive à se faire embaucher en falsifiant un peu sa carte d'identité dans une usine de pâtes alimentaires où il va emballer des pâtes sous cellophane pendant
plusieurs années. Enfin, Oui, enfin, s'il quitte l'école, c'est pas parce qu'il c'est pour travaille aider mal. la famille. Voilà, c'est pas du tout parce qu'il Ah non, travaille non. mal. Mais en même temps, il a pas jamais trop aimé l'école. C'est-à-dire qu'il était capable d'être très sage, de regarder l'instituteur, mais sans savoir ce qu'il était en train de raconter. Il s'échappait tout le temps. Et son échappatoire, c'était justement d'aller au cinéma avec son premier argent, au cinéma idéal, justement, où il a découvert le cinéma américain. Et ça, il était fasciné par les stars américaines. Complètement, complètement. Le cinéma l'idéal, si ma mémoire est bonne, et donc il était complètement... Et quand il voyait Fred Astaire danser, chanter, c'est ce qu'il voulait faire, en fait. Oui, et il l'a fait. Et il a été aussi, je crois, garçon de café. Oui, il a aidé sa sœur également. Oui. Il a obtenu le CAP de coiffure. Il a aidé sa sœur et c'était ses premiers contacts avec, je dirais, la gente féminine, qui le trouvait charmant, puisqu'il imitait, puisqu'il était, bah voilà, elle le trouvait charmant tout simplement. Puis lui, c'était vraiment, vraiment premier contact, quoi. Oui, et c'est drôle parce qu'il a un point commun avec Serge Adjani, qui a commencé aussi comme coiffeur, Oui. sauf qu'un jour, il a fait, je crois, une permanente à une dame en laissant brûler sous le séchoir, et que ça s'est arrêté là. Voilà. Alors, sa personnalité, elle est incontestable. C'est-à-dire qu'il commence à travailler énormément, et la caractéristique de Montand, c'est le travail, Carole Amiel. Oui. Il a toujours énormément, énormément travaillé. C'est-à-dire que lui, c'était quelqu'un qui avait besoin, pour être tel que nous l'avons connu sur scène ou même au cinéma plus tard, il avait besoin d'un travail énorme, que chaque chose soit à sa place, que chaque geste soit précisément répété, mis dans l'ordre qu'il fallait. Non, c'était un travailleur, un laborieux, je dirais, mais dans le bon sens du terme. Et ses débuts avant la guerre, c'est donc dans la région de Marseille. Il se présente comme Yves Montand, le joyeux fantaisiste. Voilà, oui, absolument. Et il chante à l'époque cette chanson. Dans les plaines du Far West quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Boléro, il fredonne. C'est l'époque des chansons américaines et puis ça le fascine de toute façon. Oui, puis en plus, il a fait composer il a créé cette chanson en racontant à Charles Hummel, qui était aveugle, ce qu'était qu'un cow-boy, que ce qui se passait, les vaches, tout ça. Et cet homme n'avait jamais vu ça. Et on s'y croit quand même beaucoup, notamment, enfin, les gens qui écoutaient cette chanson à l'époque s'y voyaient, quoi. Et il y avait déjà le gestuel à la Montand. Ah, le gestuel à la Montand, absolument. Chaque geste était Il calculé. était déjà calculé à sa place et il n'en dérogeait pas. Alors, il y a une soirée très importante pour Yves Montand, Carole Amiel, c'est le 21 juin 1939, l'Alcazar de Marseille. Ah ben là, oui, l'Alcazar, c'est pour tout Marseillais qui se respecte, c'est le temple de la musique et qui peut évidemment décider de votre sort, parce que si jamais il ne vous aime pas, le public de l'Alcazar ne vous aime pas, ils sauront vous le dire avec des huées et Et des tomates. Et des tomates. Et en revanche, s'il vous aime, s'il vous apprécie, alors là, vous faites un carton, et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Il faut savoir ensuite qu'à l'Alcazar, l'ambiance est toujours très forte parce qu'il y a les consommations, c'est le rhum, l'absinthe, la bière de Lyon ou de Bavière, en cruche et le cognac. Ça, je savais pas. Voilà. Donc après tout ça, on est obligé d'applaudir ou de huer. Alors, problème, déclaration de guerre. Oui. Et là, c'est la fin des haricots, si j'ose dire. Oui, oui. C'est-à-dire que là, évidemment, sa carrière, entre guillemets, est interrompue. Et puis le STO va le rechercher, et donc pour l'envoyer en Allemagne. Et du coup, je crois il va au chantier de jeunesse, Oui. voilà, pendant un certain temps. Et puis après, bah, écoutez, en fait, pour échapper au STO, il va monter à Paris pour se cacher en pleine lumière et Oui. pour y échapper. Oui. Alors, il trouve des contrats à Paris, Oui. dans des musicals, Bobino. Grâce à Audi Fred. Grâce à Audi Fred. Absolument. D'ailleurs, il a quelques ennuis avec la Gestapo parce que Livy et Lévy, Absolument. Quelqu'un l'arrête un jour dans le métro et lui dit, mais dites donc, lui montre les papiers, et Lévy, vous êtes juif, et Montand dit, mais écoutez, si j'avais voulu changer, j'aurais changé de nom, j'aurais pas changé une lettre. Oui. Et donc du coup, ils ont rendu les papiers, mais il aurait pu ne pas revenir du tout, hein. Et puis il faut savoir qu'à l'époque, le Moulin Rouge, c'est un musical où on vient chanter. Et il y a Edith Piaf qui vient. On lui propose Montand en première partie. Elle explique qu'elle ne veut pas du comique à pointe d'ail, parce que c'est comme ça Oui. qu'elle l'appelle. Oui. Et puis ça va bien se passer. Absolument. Je dirais que c'est pas un coup de foudre, mais en tout cas, elle trouve qu'il a beaucoup de talent, même s'il y a beaucoup de choses à changer, qu'elle va lui faire changer petit à petit. Et lui, il appelait, je sais plus, il avait un terme...
Ah, je le retrouve pas. De toute façon, La chanteuse triste, enfin Oui, quelque chose comme ça. Voilà, mais moins gentil que ça. Et en fait, il va tomber en pamoison quand il va la voir chanter justement sur la scène du Moulin Rouge. Et puis elle va comprendre qu'il a un vrai potentiel extraordinaire. Et ça va être 2 ans d'amour et de travail acharné. Absolument. Car elle ne le lâche pas. Elle ne le lâche pas, elle lui fait rencontrer des compositeurs, des auteurs qui vont lui écrire des chansons. Elle lui écrit également des chansons. Elle est folle de lui et il est fou d'elle. C'est son premier grand amour. Et du coup, la relation va durer 2 ans et puis elle va le jeter, comme on dit aujourd'hui. Et il va mettre 2 ans à s'en remettre, parce qu'il était très amoureux. Oui, et d'ailleurs, elle dira à l'époque, on ne peut pas garder son soleil. C'était le prétexte qu'elle avait trouvé, parce qu'elle avait un côté faux cul, Piaf aussi. Et en revanche, lorsqu'il y a rupture, elle téléphone à Marcel Carné pour dire « Engage mon temps dans ton film Les Portes de la Nuit ». Voilà, absolument. Non, elle avait été très généreuse avec lui. Et évidemment, c'était devenu un classique, Les Portes de la Nuit. Ça a fait un flop quand c'est sorti, épouvantable. Maintenant, je dirais qu'il est un petit peu réhabilité parce que c'est un véritable classique. On ne peut pas dire que mon temps soit bon. Non, attendez. D'abord, au départ, c'était Gabin qui devait jouer avec Marlène Dietrich. Oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est ça. C'est que voilà, le jeune comédien remplace Jean Gabin. Et Nathalie Nattier va remplacer Marlène Dietrich. Donc, effectivement... C'est pas la même cour à l'époque. Non, mais le film, effectivement, est critiqué. On l'appelle Les Portes de l'ennui. Oui. Mais il y a quand même une chanson dans ce film qui est mythique. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Et curieusement, Carole Amiel, cette chanson, pendant 4 ans, elle n'a pas marché. Voilà, en fait, c'est la musique qu'il y a dans le film. Je ne crois pas qu'il la chante dans le film. Mais il adorait le refrain. Et c'est Jacques Prévert, évidemment, qui va mettre des paroles sur cette chanson. Il en est très content, mais malheureusement, à chaque fois qu'il la chante, il est obligé de l'encadrer par comme par Luna Park ou à Paris, enfin, par des choses très envolées, parce que sinon, c'est 3 applaudissements. Et il ne comprend pas, il se bat pendant des années en se disant, mais c'est pas possible que cette chanson aussi belle ne fasse pas un tabac. Et petit à petit, de 2, ça sera 10, 20, 30. Et puis la chanson, bien sûr, est connue dans le monde entier depuis toujours maintenant, pratiquement. Et le monde entier, il l'a conquis. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 22 septembre 1959. A tout de suite sur Sud Radio avec Carole Amiel pour parler d'Yves Montand. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Carole Amiel. Nous parlons d'Yves Montand. Il y a ce livre, édition de la Martinière, La force du destin, un livre-album avec des documents dont nous reparlerons dans quelques instants. Et puis, c'est le centenaire d'Yves Montand. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui même. Et c'est important de le rappeler. Et dans les dates importantes pour lui, il y a le 22 septembre 1959. Vous savez ce que c'est ? Septembre 59, et c'est pas l'URSS? C'est Broadway, c'est sa première à Broadway. Ah oui, 59, c'est Arthur Miller Théâtre, voilà. Oui, à Broadway, absolument. Il est engagé pour 21 jours et ça va durer 7 semaines. Absolument. C'est un triomphe. Un triomphe. Son producteur lui avait dit de venir chanter aux États-Unis, en étant sûr qu'il lui obtiendrait un visa, ce qui n'était pas simple puisqu'il venait de chanter en URSS, justement, dans les pays de l'Est. Il y va et lui dit, écoute, tu restes dans ce théâtre tant que la salle est à moitié pleine. Le soir, c'est un tabac, il y a Marilyn Monroe, Lorraine Bacall, enfin bon, tout le gratin new-yorkais est là, lui font une standing ovation, et effectivement, il va rester, je crois même plus que ça, parce que après, le théâtre est obligé de lui dire, nous avons quelqu'un d'autre. Donc, il va aller dans un autre théâtre, ça va être énorme. Mais énorme. Comment expliquer cela, Carole Amiel ? Marilyn, elle l'a très bien dit, il chante avec son corps, il a séduit toute l'assistance, et donc si vous voulez, c'était formidable, quoi. C'était la presse, ils ont attendu avec Simone, je crois, toute la nuit pour lire la presse le lendemain matin, et c'était dithyrambique. Ah bah oui, le Time salue le plus brillant artiste de music hall depuis la Seconde Guerre mondiale, et pour les Américains, il devient le roi des troubadours français. C'est unique. Oui. Alors c'est quand même des années de travail après la création de son personnage. C'est des années de travail, cette réussite à Broadway. Absolument, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est son rêve, c'était le rêve de son père aussi. Donc c'est tout un ensemble de choses qui fait que voilà, lui pensait que jamais il serait invité à venir chanter aux États-Unis. Alors non seulement il chante, mais il fait un tabac. En plus, c'est vrai qu'après, il part en tournée. Il va apparaître dans le Dinah Shore Show, qui est un des shows les plus regardés aux États-Unis, et s'en sortir très bien. Et du coup,
D'où le film qui va être tourné avec Marilyn Monroe. On va en parler. Voilà. Il faut savoir que tout a débuté par une chanson qui est symbolique du personnage qu'il a créé, c'est celle-ci. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Le populaire, effectivement, parce que le personnage de Montand, au début, c'est vraiment celui qui défend le prolétaire. Absolument. Et ça, s'il chante pour les ouvriers, c'était un désir plus qu'encore qu'un personnage, Carole Amiel. Ah oui, puis je veux dire, Montand, l'engagement qu'il avait, il a été compagnon de route du Parti communiste, mais parce que son père était communiste, son frère syndicaliste, il était moins impliqué qu'eux. Mais si vous voulez, je pense que venir de là où il vient, c'était normal. Son cœur était pour les ouvriers. Il a chanté, effectivement, pour les ouvriers. Il faut savoir que les grands boulevards, c'était au départ des fortifications devenues inutiles sous le règne de Louis XIV. Donc on a planté des arbres, on a fait des rues pavées avec un élargissement de la voie, un rêve qu'on aimerait bien avoir aujourd'hui. Oui, exactement. Alors, cette exigence hors du commun est telle qu'un soir, je crois, que le piano de son accompagnateur n'est pas accordé, il ne va pas chanter. Ah non. C'est ça, Montand. Montand, c'est ça. Et il y a un soir à Deauville, aux ambassadeurs, ils cherchent un pianiste. Ouais. Et on lui propose un pianiste de jazz qu'il ne connaît pas, qui s'appelle Bob Castella. Voilà, qui va être une histoire d'amitié et de compagnonnage, je dirais, qui va durer de 47 au décès d'Yves Montand. Oui. C'est-à-dire qu'il fait tout, Castella, non seulement le piano, mais tout le reste. Il est chef d'orchestre, il s'occupe de l'intendance, il s'occupe de ses comptes. Montand disait toujours, Bob peut partir avec mon compte en banque. Hein. Il avait les signatures sur tout et tout ça. Il y avait une énorme complicité et une vraie relation affectueuse entre eux, qui parfois, on voit dans certains films, elle pouvait parfois être un petit peu, Montand exagérait un petit peu, mais en même temps, ils étaient complices et ça se passait très bien. C'est-à-dire qu'il avait une mauvaise foi à la méridionale. Dès qu'il y avait un problème, c'était la faute de Castella. C'était la faute de Bob. Et puis Bob ne disait rien. Il jouait, c'était une sorte de duo très bien rodé qui faisait rire tout le monde et on le voit notamment dans la solitude du chanteur de fond que Chris Markel a filmé. Mais c'était un jeu pour lui. Montand, c'était de l'affection. C'est de l'affection. Et puis je crois que Bob, vous savez, Bob, le jour où Montand est décédé, il a fermé le piano, il n'a plus jamais joué. Jamais. Jamais. Il ne voulait pas. Et alors, il y a aussi un jour, il habite à l'époque Neuilly, et il y a un jeune auteur-compositeur recommandé par Jacques Prévert qui arrive, c'est Francis Lemarque. Ah, ça, c'est une autre, effectivement, grande histoire, parce que Francis Lemarque, en fait, il a un énorme coup de foudre dans un cabaret parisien, je me souviens plus du nom. Les Selles de Jacob. Voilà. Non, pardon, c'est le Club des Cinq. Club des le Cinq. Club des Cinq. Voilà. Et ce jeune homme a une volonté de chanter, lui, Francis Lemarque. Et tout à coup, il voit Montand arriver sur scène, faire tout ce qu'il voudrait faire, mais en formidablement bien, extraordinaire. Et il part enthousiaste et tout ça. Il dit finalement, je ne chanterai pas, je vais écrire des chansons. Et par le biais de Jacques Prévert, il va rencontrer Montand. Et Montand découvre les chansons et lui dit, vous en avez beaucoup des comme ça, en tout cas dorénavant, vous me les montrez à moi en premier. Et ça va être une complicité de 30 ans, 40 ans, enfin c'était énorme aussi. D'ailleurs, je me souviens, après la disparition de Montand à Saint-Paul-de-Vence, Francis Lemarque est venu chanter en hommage à Montand. Absolument, un très très bel hommage, que je regrette que personne n'a filmé malheureusement, mais c'était formidable. Oui, il faut savoir que le Club des Cinq, il y a une chose étonnante, c'est au Club des Cinq que Marcel Cerdan est allé un soir et a fait la connaissance d'Édith Piaf. Oui. Comme quoi, il y a le club des rencontres extrêmement importantes. C'était rue du Faubourg-Montmartre, c'est un club qui a disparu, oui, mais où beaucoup de gens se sont produits. Et bien la première chanson justement de Lemarque pour Montand, qui a été un énorme succès, qui est un classique, c'est celle-ci. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits. Et ça va comme un gant à Yves Montand. Ah ben oui. Et puis quand il est remonté sur scène en 81, pendant la tournée, je veux dire, il finissait avec à Paris, parce que tellement c'est...
Voilà. C'est un symbole de Montand. Alors, justement, ces one-man show, il faut savoir que quand il passe en 51 au Théâtre de l'Étoile, le spectacle dure plus de 2 heures, ce qui est rare à l'époque. Oui, oui. Il instaure vraiment l'idée du one-man show, le rideau de tulle devant les musiciens, puis le one-man show où chaque chanson devient une petite scénette, quelque chose qu'il joue, que ce soit Sir Godfrey où il met le chapeau, où il coupe le gazon au ciseau. Enfin, il raconte à chaque fois des histoires formidables, oui. C'est-à-dire qu'il se met en scène. Il se met en scène lui-même en tenant compte du texte des chansons. Alors, il faut savoir que le Théâtre de l'Étoile, qui a disparu aujourd'hui, c'était une salle de 1700 places et que c'était complet tous les soirs. On venait par cars spéciaux, même de l'étranger, pour voir Montand, Carole Amiel. Absolument, absolument. Il a toujours été, en tout cas sur scène, il a plébiscité par un énorme public, un large public. En 81, c'est vrai qu'en 15 jours, il chantait du 7 octobre au 3 janvier et en 15 jours, il n'y avait plus de place. Mais c'était étonnant, mais c'est aussi un one-man show à l'époque, c'est rarissime. Oui. 2 heures de scène, à l'époque, Oui. On fait la deuxième partie avec 3 quarts d'heure, même Brel le faisait, ça demande un entraînement sportif considérable. Mais il s'entraînait de toute façon, à chaque fois qu'il chantait, il ne fumait plus, il mangeait vraiment un peu plus sain, ce que nous mangeons nous aujourd'hui, on essaye en tout cas, il faisait de la barre, il s'entraînait, absolument, oui. Et puis donc, à l'époque, il y a ces prises de position politique qu'il partage avec Simone Signoret. Et ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est l'appel de Stockholm du Conseil mondial de la paix en 50 qui demande l'interdiction de la bombe atomique. Et ça, il a signé. Oui. Tout de suite. Oui. Mais à l'époque, il y avait une plaisanterie, on ne peut plus sortir une pétition, même chez ses voisins, sans avoir la signature de Montand. Ben oui, parce qu'il y avait quand même des causes qui étaient justes et peut-être qu'elles étaient plus nombreuses à l'époque. Et donc, effectivement, dès qu'il voulait être aux côtés d'une cause qui lui paraissait juste, il signait. Oui. Voilà. Et en même temps, il a été au Parti communiste sans jamais y adhérer. Ah, jamais. Non. Ça, c'est il une a été légende. compagnon de route du Parti communiste, mais il n'y a jamais adhéré, il n'a jamais été encarté. Et d'ailleurs, il a changé d'avis en 56 quand les chars soviétiques sont entrés à Budapest. Là, il a réalisé. Là, il a commencé à réaliser, puis après, il est allé chanter, et là, il a de nouveau réalisé. Et puis là, je dirais, c'était un tourment intérieur parce que c'était l'image de son père, parce que c'était cette croyance qu'il avait eue depuis toujours. Et là, juste en 68, quand les mêmes chars soviétiques vont envahir Prague, alors là, c'est fini. Et il ne cessera de dénoncer ce en quoi il a cru et ce qui peut engendrer des asiles psychiatriques, des goulags. Voilà. Et puis, effectivement, il y a ce film Le Milliardaire qu'il a tourné avec Marilyn Monroe. Ça a été la presse non-people de l'époque qui en a beaucoup parlé. Ça a été aussi une histoire, pas montée de toutes pièces, mais je crois qu'il a été paparazzé dans les rues de Beverly Hills au bras de Marilyn. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est une histoire qui, objectivement, n'aurait pas dû exister, mais elle a quand même existé, oui, effectivement. Même si ça a été extrêmement discret, les paparazzades ont fini par faire le tour du monde. Oui. Et Simone Signoret, qui venait d'avoir un Oscar, elle a dit après, vous connaissez beaucoup d'hommes qui resteraient insensibles en ayant Marilyn dans ses bras? Absolument, c'était d'une grande intelligence. Mais il faut comprendre aussi que, si vous voulez, il y a une énorme grève aux États-Unis des techniciens alors là-bas, c'est très très important. Et donc, Simone est partie tourner en Italie. Arthur Miller, le mari de Marilyn, est reparti à New York pour finir d'écrire le scénario d'un film, je crois Les Misfits, si ma mémoire est bonne. Et Montand et Marilyn restent tous les deux pendant 3 mois. Et voilà, normalement, ils n'auraient jamais dû rester seuls 3 mois. L'idée de Montand, c'était pas d'avoir une histoire avec Marilyn, mais c'était surtout d'apprendre son texte, parce qu'il ne comprenait pas un mot d'anglais et qu'il avait tout appris phonétiquement. Donc c'était un travail de titan. Et puis voilà, il s'est passé... voilà. Et ça fait partie de la légende de Montand. Voilà. Légende qu'on continuera à raconter dans quelques instants avec une autre date, le 17 novembre 1965. A tout de suite sur Sud Radio avec Carole Amiel pour évoquer Yves Montand. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Carole Amiel. Nous célébrons aujourd'hui les 100 ans d'Yves Montand. Il y a ce livre Yves Montand, la force du destin,
avec des documents inédits aux éditions de la Martinière. Et il y a ce récit également qu'on évoque. Et dans ce livre, il y a une date, 17 novembre 1965. Ça vous dit quelque chose? C'est la sortie de Compartiment tueur, Oui, j'imagine. c'est Ouais, ça. Un film qui a changé le destin de Montand, finalement, Oui. Carole Amiel. Oui, parce que Costa Gavras, jeune metteur en scène, puisqu'il était assistant réalisateur, c'est son premier film, Compartiment tueur. Le choisit, il est déjà ami avec Montand. Et donc, lui, finalement, il se trouve que ça va être l'inspecteur Graziani que Montand va interpréter, lequel a un accent marseillais, donc il faut qu'il retrouve cet accent dont il avait tout fait pour se séparer auparavant. Et puis, finalement, c'est grâce à Costa qu'il va devenir lui-même au cinéma. Il va plus jouer un rôle, il va plus penser à être Gregory Peck ou John Wayne, hein. Il va devenir vraiment Montand. Et tout à coup, il est heureux sur un plateau de cinéma. Voilà. Et il y a un troisième homme dans l'aventure avec qui les deux hommes ont une complicité intellectuelle, c'est Georges Semprin. Absolument. Ça aussi, il l'a connu, je crois, à la Colombe d'Or. Il l'a connu, oui. Simone le connaissait un peu avant et ils étaient déjà amis. Et effectivement, il l'a rencontré à la Colombe et je crois que c'était un coup de foudre réciproque. Oui, c'est-à-dire que d'abord, Georges Semprin, c'est un écrivain espagnol qui est un homme politique engagé. Et je crois qu'il a pendant 10 ans coordonné la résistance communiste au régime de Franco. Oui, c'est ça. Et là, c'est là aussi une amitié pour la vie. Absolument. Et donc, Compartiment tueur, il a hésité quand même, Montand, au départ, avant d'accepter ce film. Je crois, mais je crois que l'amitié pour Costa était telle que, voilà, il avait envie. Puis en plus, Montand, c'est quand même un acteur qui a toujours été proche des jeunes metteurs en scène, hein. Police Python 357 plus tard d'Alain Corneau ne serait pas fait si Montand n'avait pas accepté, et Simone Signoret aussi. C'était des gens qui mettaient aussi leur talent, le côté bankable au service de jeunes talents. Et donc, je pense que c'était avant l'heure ce qu'il a fait pour Compartiment tueur. Et de là est née une complicité énorme avec après Z, après L'Aveu. Enfin, et puis un film un peu moins connu qui est Clair de femme. Et Z, justement, la bande-annonce est dans toutes les oreilles. C'est clair maintenant qu'ils veulent éliminer tous les témoins gênants? Maître, j'ai instruit cette affaire et je n'ai pas besoin de vos conseils. Ils ont appris que j'avais des révélations importantes à vous faire. Et en Là venant aussi, ici, Z, ça a été un film événement, c'est un réquisitoire contre la dictature des colonels en Grèce. Absolument, absolument. Et Montand s'était déjà engagé pour contre cette dictature. Et Costa Gavras, étant grec, avait fui la dictature. Et donc, c'était formidable qu'il puisse faire ce film, qui était tourné, je crois, en Algérie. Et en fait, si vous voulez, Montand tourne très peu. Il est omniprésent. Costa Gavras appelle ça la présence absente, quelque part. Mais il est omniprésent dans le film, alors que ça dure très très peu. Ses interventions durent très très peu. Oui, mais curieusement, c'est le film dont on parle le plus. Exactement. Comment on l'explique? On l'explique parce que c'est épouvantablement rageant de voir à quel point je dirais que tout le monde était impliqué, que ce soit la police, que ce soit la façon dont ils ont assassiné ce député. Voilà. Et puis, ce qui est grandiose, et c'est l'interprétation aussi de Trintignant, le petit juge, qui est extraordinaire dans le film. Mais Montand a souffert pour ce rôle, Carole Amiel. Pour l'aveu, vous parlez? Ah non, moi, je crois j'étais sur Z. Dans Z. Il a souffert... Non, je pas. Mais c'est L'Aveu, en revanche, là. L'Aveu, oui, il a vraiment souffert, oui. L'Aveu, il a vraiment souffert parce que c'était comme une sorte d'exorcisme de ses croyances, de ce en quoi il avait cru pendant des années. Donc, si vous voulez, par exemple, il portait les menottes toute la journée, même quand il ne tournait pas. Il ne déjeunait pas avec l'équipe. Il déjeunait tout seul d'un pauvre steak haché avec des haricots verts, parce qu'il voulait s'affamer obligatoirement. Il avait perdu presque 13 kilos sur le tournage. Ah non, c'est une façon, lui, une sorte d'expiation de ce en quoi il avait vraiment cru, c'est-à-dire le communisme. Oui, et d'ailleurs, les cinéphiles assurent que s'il y avait un panthéon du cinéma, Z et L'Aveu figureraient parmi les 30 films du siècle. Je pense, oui. Je pense oui. Parce que tout le monde peut revoir ces films aujourd'hui, qui sont historiques d'une certaine façon, puisque Arthur Landon lui-même est venu sur le tournage et a rencontré Montand. Mais c'est vrai que, oui, effectivement, il serait au Panthéon, j'en suis convaincue.
Et ce qui est étonnant avec Montand, Carole Amiel, c'est qu'il a joué des rôles très différents. C'est-à-dire qu'il a quand même joué aussi La Folie des Grandeurs. Absolument. Et juste après l'aveu ou avant l'aveu, je me souviens plus dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'il était capable. Il avait une palette extraordinaire. Quand vous voyez dans La Folie des Grandeurs, bah évidemment, je crois que tous les jeunes gens et nous tous, nous n'oublions pas, on connaît tous toutes les répliques par cœur. Mais il avait fait aussi ça y est, c'est reparti. Il avait fait également le César dans Le Diable par la queue. Et César, cette petite fleur, allez, dépêche-toi. On le voit tous avec cette espèce de... C'était la première fois, d'ailleurs, cette faconde. C'était la première fois qu'on voyait Montand sous un aspect plus burlesque, je dirais. Mais il avait dans la vie cet aspect burlesque. Bah, il était très drôle, il faisait rire tout le monde. D'ailleurs, c'est vrai que La Folie des Grandeurs... Personne n'avait pensé à lui au départ, et puis après, je crois, c'est Simone qui en a parlé à Gérard Houry au cours d'une soirée. Il a dit, tu sais que c'est lui qui devrait faire... voilà. Oui, effectivement, Bourvil venait de mourir, le film était interrompu, et puis donc Montand est arrivé, et on va réécouter cette bande-annonce, cette bande de La Folie des Grandeurs, parce que c'est l'une des rares musiques de Michel Polnareff pour le cinéma. Ouais. D'ailleurs, il y a un côté Morricone dans les musiques de Polnareff. Oui, oui. Puis on sent déjà la force et l'énergie qu'il va y avoir dans ce film, parce que c'est De Funès qui donne l'énergie, mais est servi par un Montand qui est quand même formidable en César ou en valet de Funès. Oui, ils se sont très bien entendus tous les deux. Oui, je crois, oui. Oui. Il y avait également Alice Sapritch. Ah oui, on n'oublie pas le striptease d'Alice Sapritch, qui a d'ailleurs été fait par une jeune femme du Crazy Horse. Hein, oui. Et je pense que tout ça faisait rire Montand. Évidemment. Il jubilait. Oui. Alors, il y a aussi dans ce film, on l'a oublié, une certaine Karine Schubert qui joue la reine. Oui. Et savez-vous qu'elle est devenue ensuite une reine du film X en Italie? Jusqu'au milieu des années 90, elle a fait que des films X et ça a marché. Eh bien, écoutez, tant mieux pour elle, moi, je ne savais pas. Ce qu'il faut savoir aussi avec Yves Montand, Carole Amiel, c'est que pour lui faire tourner un film, il fallait d'abord passer par la case scénario. Et là, il était intransigeant. Oui. C'est-à-dire qu'un scénario, il fallait le faire 10 fois. Ah oui, absolument. Oui. S'il y a quelque chose qui ne est... Mais il y a aussi des scénarios, je pense, qui ont été acceptés d'emblée. Et puis, il y en a d'autres qui, effectivement, qui ont demandé des reprises du travail et du retravail et du re-retravail. Et non, je pense que, par exemple, César Rosalie, à mon avis, c'était un film quand même un peu oublié dans un tiroir pendant des années. Je pense quand il a lu le scénario, il a dû... Je pense pas qu'il ait mis longtemps à accepter de le faire. Oui, mais en même temps, quand il recevait un réalisateur ou un scénariste, il disait, bon, ok pour le film, mais il y a du boulot. Voilà, c'est ça. Par exemple, Garçon, qui est sa dernière participation avec Claude Sautet, c'est vrai que le scénario a été refait plusieurs fois parce qu'il voulait pas le faire de cette façon-là. C'est vrai que ça a été compliqué. Alors, il aurait pu être metteur en scène. Bien sûr, puisqu'il se mettait en scène sur la scène. C'était 3 minutes, c'était pas un film d'1h30, mais il se mettait en scène lui-même, il était lui-même dans lui-même, si je puis dire, sur scène. Et il n'a jamais voulu être metteur en scène. Non. Ça l'intéressait pas. Non. C'était pas sa responsabilité. Non, c'est l'interprète, il se mettait à la disposition des autres. Alors, il y a un film quand même où ça n'a pas été simple pour le metteur en scène, c'est Le Sauvage, Carole Amiel. Non, ça n'a pas été simple pour le metteur en scène, effectivement. D'ailleurs, Jean-Paul Rapneau en parle merveilleusement et m'a appris beaucoup de choses dans le livre, oui. Oui, en fait, Montand le convoquait avec Davadi et il voulait Deneuve dans le film et il n'en démordait pas. Ah oui. Bah, il avait raison. Oui. Écoutez, franchement, Catherine Deneuve est une femme extrêmement belle, mais alors dans ce film, avec ce naturel et ses cheveux, ils sont formidables. C'est un couple formidable. Oui, mais il était capable aussi d'épuiser les metteurs en scène et le scénariste. Oui, absolument. Davadi m'a dit un jour que Montand l'avait épuisé. Mais oui, il pouvait être épuisant, notamment quand pour le titre Vincent, François, Paul et les autres. C'est pareil, il a été épuisant. Parce que c'était Vincent, François... Ah non, ce titre est trop long. J'ai demandé à tous mes amis, c'est trop long. Alors ça devait faire Vincent, François et les autres. Puis après, et pourquoi pas Vincent et les autres? Ça, c'est Davadi adorait raconter ça, et c'est la vérité. Il était capable d'être quand même de cette façon-là aussi. Il faut savoir pour Le Sauvage quand même que Jean-Paul Rapneau a été aussi précis et perfectionniste que lui. Le tournage s'est déroulé sur les lieux de l'action, Caracas, les îles Bahamas, les îles Vierges, New York, sauf les scènes du potager qui sont mythiques, qui sont censées se dérouler sur une île paradisiaque. Et qui sont là à Garches.
Oui, je crois même que c'est au sortir du tunnel, vous Oui. savez, sur la 13 à Oui. droite. C'est impressionnant. On ne peut pas imaginer. Ça, alors, Jean-Paul Rapneau a une façon de faire. C'est comme dans Tout feu, tout flamme, le film avec Isabelle Adjani. C'est pareil. Vous pensez vraiment qu'il y a un véritable casino devant le lac. Or, c'est une maison qui est à Saint-Cloud. Oui, mais en même temps, Adjani, il a tourné avec elle. Et là, ça n'a pas été facile pour elle parce que il exigeait beaucoup de choses, Montand. Oui, mais bon. C'est-à-dire que- et il Mais voulait- je crois qu'ils sont bien entendus. Oui, hein. mais en même Oui. temps, par derrière, il disait c'est moi la vedette, la petite, elle n'a pas à prendre la vedette. Mais c'est le numéro de Montand. Oui, je crois que c'est un numéro qu'il faisait souvent, mais en même temps, bon, c'était pas très. C'était pas méchant. C'était plus amusant que méchant. Oui, parce que encore une fois, le numéro de Montand, moi je l'ai vécu un jour. Pendant 4 heures, il m'a fait attendre pour avoir un scoop, et après il m'a fait son numéro et ça s'est très bien passé. Ah oui. Alors il y avait aussi Jean de Florette que les générations d'aujourd'hui découvrent. Le Papé est un rôle qu'il a marqué, Carole Amiel. Ben, le Papé, c'est un rôle qu'il ne voulait pas faire au départ parce qu'on revenait de tournée internationale puisque je l'ai accompagné en 82. Et donc, si vous voulez, bon, voilà, et en 80, il avait fêté ses 60 ans sur scène. 60 ans, c'est pas vieux. Tout à coup, parce qu'à la fin, quand même, de Manon des Sources, il doit se vieillir terriblement, les cheveux blancs, la moustache blanche. Il n'avait pas envie de faire ça. Et en fait, c'est Claude Berry et Coluche qui l'ont piégé. Ils lui ont fait faire des essais qui, soi-disant, étaient pour Coluche. Et qui, finalement, quand il s'est vu, il s'est trouvé beau. C'était le Papé. Il retrouvait tout le Marseille et l'accent. Toute toute ce sud qu'il avait connu, qu'il avait tant aimé. Oui, et il faut savoir qu'au départ, c'était Jacques Villeray qui avait été Pressenti, pressenti pour être son partenaire et qu'il a voulu Daniel Auteuil. Voilà, parce qu'il venait en fait de faire avec Jacques Villeray Garçon. Donc ça faisait 2 complicités un petit peu rapprochées. C'est pour ça qu'ils ont cherché quelqu'un d'autre et qu'effectivement Coluche s'est désisté et qu'ils ont trouvé Daniel Auteuil qui a eu le César du meilleur acteur. Mais le Papé, c'est devenu un classique maintenant. Ah oui, puis il a fait le tour du monde. Et il repasse régulièrement. Il a à chaque fois des audiences extraordinaires. Il était heureux de ce film. Il était très heureux de ce film parce que, si vous voulez, on comprend pourquoi il a plu dans le monde entier, parce que le problème de l'eau est universel. On en parle, on commence à en parler, les écologistes, dans nos sociétés aujourd'hui, mais si on n'a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était le point de Et départ du c'était le film. problème de l'eau. Il avait senti ça aussi, ça faisait partie des choses qui l'inquiétaient pour l'avenir. Ça, je ne sais pas, mais je pense qu'il a dû peut-être le vivre plutôt dans son enfance, où, vous voyez, il y a eu la guerre, il y a eu des choses. Non, je pense pas qu'il pensait que la société allait peut-être évoluer comme ça, mais je pense qu'effectivement, pour lui, un paysan qui n'a pas d'eau, il peut rien faire de son terrain. Voilà. Et effectivement, il a aussi vécu beaucoup d'autres choses que vous racontez dans ce livre, qu'on va évoquer à travers une autre date, le 13 octobre 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Carole Amiel pour parler d'Yves Montand. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Carole Amiel, 13 octobre 2021. Yves Montand aurait eu 100 ans. Oui. Et c'est vrai que je pense qu'il n'aurait pas imaginé que 100 ans après, on parlerait encore de lui, Carole Amiel. Moi non plus, je ne sais pas quoi vous répondre, parce que ce qu'il imaginait, qu'est-ce qui se passerait après son décès, comment ça se passerait, je ne pense pas qu'il ait imaginé. Montand, c'était un homme qui était vivant, qui aimait le présent, le futur, sa postérité. Je crois qu'il n'en a jamais parlé. Oui, c'est La seule chose qu'il me disait de temps en temps et qui m'énervait souverainement, c'était: c'est toi qui ouvriras mes tiroirs quand je serai mort. Ah, je trouvais cette phrase, je dis: arrête de parler comme ça, c'est épouvantable. Alors, vous publiez avec Luc Lariba un livre, Yves Montand, La force du destin, édition de La Martinière. Et c'est vrai que la force du destin, ça correspond à Montand. Absolument. Vraiment. C'est lui. C'est lui. C'est-à-dire que c'est son parcours, c'est un destin, mais il a eu la force de l'accomplir. Il aurait Ah ben très bien oui. pu ne pas l'accomplir. Il a travaillé énormément pour y arriver. Oui. Et dans ce livre, parce qu'il y a quand même beaucoup de livres sur Montand, il y a des documents inédits. C'est-à-dire, il y a des télégrammes, des mots de Piaf, de Marilyn, des notes pour les émissions de télévision. Vous avez retrouvé tout ça dans ces fameux tiroirs? Écoutez, oui, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui ont été récupérées par Jean-Louis Livy, qui a acheté certaines lettres qu'il ne voulait pas voir quand un certain nombre d'objets ont été dispersés par les enfants de Catherine Allégret. Oui, Jean-Louis Livy, le neveu de Alors, Montand. Jean-Louis Livy est le neveu de Montand et le parrain de Valentin, et donc il a racheté un certain nombre de choses.
Et donc, dans ces lettres, il y avait cette lettre de Piaf, un certain nombre de documents, de passeports, de choses comme ça, qui étaient extrêmement personnelles. Et du coup, voilà, on a pu les mettre effectivement dans ce livre. Et quand on voit le mot de Piaf ou celui de Marilyn, on sent l'affection et l'admiration. Oui, absolument. La complicité, l'affection, l'admiration, l'amour, je dirais aussi. Ouais. Et puis, il y a aussi dans ce livre un document où on voit le programme de la Kermesse aux étoiles 1949. Oui, ça c'est ancien, oui, effectivement. Il faut savoir que la Kermesse aux étoiles, c'était une idée de Georges Craven, qui était un homme de relations publiques débutant. Les stars venaient au Jardin des Tuileries, signer des programmes au profit des familles des victimes de la deuxième DB qui avait libéré Paris. Et là, il y avait des cabanes en bois et ça, c'était bon enfant. Oui. On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Non, bah oui. Et à cette époque, il chantait ceci, Yves Montand. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux. Cette chanson là, qui a été créée par les sœurs Étienne d'abord, écrite par Henri Betty, qui a aujourd'hui un square à son nom à Nice, c'était un des fleurons du répertoire de Montand. Ah oui, absolument. Oui, un fleuron. Et puis voilà, il avait le physique, il dansait. Voilà, c'était difficile de résister au charme qu'il introduisait dans cette chanson. Comme c'est lui qui a chanté le premier, j'en ai parlé récemment, Bella Ciao. Bon, ça n'a rien à voir avec Cécile Simon, mais disons que voilà, Bella Ciao, qui est une chanson qu'on a redécouverte grâce à Casa del Papel. Oui. Tout à coup, c'est quand même longtemps qu'il a chanté en premier en 1951. Il en a fait un succès. Et il en a fait un succès à travers le monde. Et on oublie ça aujourd'hui. On oublie ça aujourd'hui. Il faut le préciser. Alors justement, la chanson, il y a cette Olympiade 81. Un matin, il a décidé qu'il voulait refaire de la scène. Voilà. Et vous l'avez vécu, ça, Carole Amiel. Mais en fait, si vous voulez, en 68, il a décidé, bon, ça a été de nouveau dithyrambique à l'Olympia, et en 68, il voulait se consacrer au cinéma. Donc pendant 13 ans, il ne va pas chanter du tout, sauf une fois pour les réfugiés chiliens en 74. Et donc, effectivement, il avait un flair extraordinaire, parce que c'est quand même une décennie où il fait ses plus grands films, si je puis dire. Il a vraiment senti que c'était son heure. Et donc, en 80, il décide de rechanter, parce que finalement, il y a toute une génération, quelque part, qui ne l'a jamais vu sur scène. Et donc, il dit, écoute, je vais chanter pour mes 60 ans, à l'Olympia pendant 3 mois, et puis voilà, et tout était parti. Voilà. Et Paulette Cocatrix m'a raconté qu'il appelait et à 9h du matin, il allait à l'Olympia pour travailler, pour répéter. Oui. Tous les matins. Des choses qu'il connaissait par cœur, effectivement, il travaillait sans cesse. Mais un petit peu quand, voilà, il est décédé en 91, il devait chanter au mois de mai 92 à Bercy, mais il répétait déjà quand il est décédé. Et ça, Jacques Benex n'a jamais su qu'après le tournage, enfin, la journée de tournage, il chantait 2 fois son one-man show dans sa chambre d'hôtel tout seul. Oui, c'est peut-être aussi ce qu'il a fatigué. C'est aussi ce qu'il a fatigué. Alors, il faut savoir que l'Olympia, quand ça a été annoncé, je crois qu'il y a eu 180 000 billets vendus en 15 jours. C'est inouï. Inouï, avec des queues, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. Des queues qui allaient jusqu'au théâtre Édouard VII, je dirais aujourd'hui. Enfin, c'était la folie. Et le soir de la première, je crois que c'était le 13 octobre 81, ça a été une ovation. Et puis, il y avait un parterre, alors... impressionnant déjà, de célébrités du monde de l'art, de la chanson, du cinéma, du théâtre, de la politique, de la médecine. Enfin, c'était impressionnant. Et effectivement, il y a une standing ovation qui a duré aussi. Mais il était pétri de trac, de peur. Et c'est vrai que pendant les 3 premières semaines, il a souvent dit, il souhaitait de se casser une jambe ou un bras pour arrêter de chanter. Et puis petit à petit, il s'est détendu. Et puis là... Voilà, et voilà, l'amour et le plaisir qu'il a eu sur scène l'a emporté. Et c'est, je crois, peut-être début décembre qu'il a dit à Charlet Marouani, mon Charlet, tu m'organises une tournée. Et là, moi, j'ai pas du tout participé à l'Olympia 81, mais je suis partie en tournée avec lui en 82. Voilà. 82. Il faut savoir que ça a tellement marché qu'on a prolongé l'Olympia pendant l'été. Pendant l'été 82, du 15 juillet au 15 août, personne ne voulait chanter à Paris. Et Montand l'a fait. Il y avait, en plus, les salles étaient combles. C'est ce qui prouve que le théâtre l'été, ça marche aussi. Alors, il faut savoir aussi que la chanson avec laquelle il rentrait en scène, c'était celle-ci. Moi, je suis venu à pied, doucement, sans me presser et marcher. À pied. J'étais sûr. Cette chanson, pour commencer, pour arriver devant le public. Absolument.
car tout était calculé, l'ordre des chansons Oui. était calculé. Le petit coup de claquette, Oui. évidemment, il les mettait en scène. D'ailleurs, vous avez dans le livre justement, on le voit, il fait sa propre mise en scène, il décide de ses chansons et puis là, voilà, il va rentrer par là, il y a le projecteur, il faisait sa propre mise en scène, absolument. Et les tournées, c'était aussi, c'était des chapiteaux, c'était pas des petites salles. Ah ben, c'est les chapiteaux des élections présidentielles, fin de l'élection présidentielle. Alors, il y avait presque 5000 personnes, parce qu'à l'époque, oui, en 82, peu de villes étaient dotées de théâtres pouvant le recevoir. Je veux dire, parce qu'il avait une capacité. Voilà, c'était 5000 places, et ça, on pouvait sous un chapiteau, mais il y avait très peu de grandes salles dans nos belles villes de France à l'époque. Oui, il n'y avait même pas de Zénith. Le Zénith, À Bordeaux, il a chanté dans une patinoire. Et moi, comme une de mes fonctions était aussi d'aller vérifier certaines choses dans la salle, d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce qui fait froid? Ah ben oui, on était dans une patinoire, donc les gens avaient froid aux pieds pendant 1h30 sur une patinoire. Même si on a mis de la moquette, il fait pas chaud. Oui, et d'ailleurs, il vérifiait aussi la salle l'après-midi. Alors la salle a été, sur tous les chapiteaux, ont été énormément améliorés. On a déjà commencé à faire un petit dénivelé pour que les gens, un petit peu plus loin, puissent mieux le voir. Après, il faisait condamner régulièrement. Il disait, mais Charlet, c'est pas possible, c'est une forêt de poteaux, il faut condamner ses places. Après, il a fait sur ses propres deniers, tout ça. Il a fait rembourrer des chaises. Enfin, c'était et mettre de la moquette sur les gradins. À la fin, c'était un chapiteau 4 étoiles. Oui, et qui est resté ensuite. Alors, dans ce livre, vous racontez ce parcours, vous montrez ces documents inédits, mais il y a aussi des témoignages que vous avez recueillis avec Luc Lariba. C'est Luc Lariba qui s'est chargé justement de ces interviews. Et donc, je dirais d'une certaine façon, on a eu de la chance dans ce malheur d'avoir cette pandémie. C'est qu'il a commencé à recueillir les interviews au moment où il y avait le premier confinement. Donc, beaucoup de gens étaient chez eux, sans rien faire, pour pas travailler. Du coup, il a réussi à avoir, je dirais pas facilement, mais en tout cas, de recueillir peut-être des documents qui sont plus longs que si toutes ces personnalités qui ont habituellement des agendas très, très surchargés, s'il n'y avait pas eu le Covid, quoi. Donc, Alain Corneau, Jean-Paul Rapneau, et puis même la fille de Jean Gabin, Florence Moncorgé, elle publie un témoignage assez étonnant. Oui, absolument, mais il y a des choses qui sont magnifiques, très étonnantes. Moi, comme aussi Françoise Hardy, il y a de très très jolis documents que l'on attend moins. Alors, il y a je dirais que Costa Gavras, Jean-Paul Rapneau, on leur donne le temps de s'installer, de raconter vraiment le parcours qu'ils ont fait avec Montand. Et puis il y a des personnes un petit peu moins, je dirais un petit peu plus surprenantes, je dirais, comme Françoise Hardy, même si elle garde un très bon souvenir de son tournage sur Grand Prix. En 66, oui. Oui, ou bien Pierre Cassignard ou Antoine Duléry, alors qui n'ont pas personnellement connu Montand, mais qui font ce métier grâce à Montand. Ouais, et il raconte aussi qu'un jour, il a appelé Gabin pour lui demander un conseil. C'est Florence Moncorgé qui raconte ça, Carole Amiel. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il hésitait à tourner et il a appelé Gabin. Oui, mais il y a toujours eu comme ça une sorte de... Moi, je revois, vous voyez, pour ses 70 ans, donc un mois avant sa disparition, j'avais fait un repas d'anniversaire dans un restaurant, et tout à coup... il y avait Claude Berry qui revenait sur la conversation, qui disait « Est-ce que ça se passe bien avec Benex ?» Et Montand dit « Oh, extraordinaire, je touche du bois, tout se passe merveilleusement bien. » Et voilà, c'est exactement, je dirais, la même chose avec Gabin. Il a appelé Gabin pour lui demander si... Voilà. Et d'ailleurs, Florence Moncorgé raconte que lorsqu'il tournait le Grand Escogriffe, il faisait le fanfaron, car il aimait faire le fanfaron. Oui, un petit peu trop d'ailleurs, je trouve, dans ce film, mais bon. Oui, moi je l'ai vécu un jour où j'interviewe Simone Signoret à la roulotte. Il arrive, il voit que je m'intéresse pas à lui, il a fait un show en disant je vais me coucher, je prends une pomme, je n'en peux plus, parce qu'il voulait exister. Et Signoret m'a dit c'est toujours comme ça quand on s'intéresse pas à lui. Oui, probablement. Et puis la préface est signée Valentin, oui. Car ça est Valentin est maintenant avec vous le dépositaire de la mémoire de Montand, Carole Amiel. Valentin, oui, je trouve que sa préface est très émouvante. Valentin, c'est malheureusement ce petit garçon dont le papa est mort trop jeune, quand il était trop jeune pour se souvenir d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui qu'il est père à son tour, d'une petite fille de 2 ans, Margot, absolument adorable. C'est vrai qu'il se rend compte que son père lui manque terriblement. Alors, Valentin, il a créé une école de jeux vidéo 3D à Montpellier, qui marche bien. Je suis très heureuse. Et donc, si vous voulez,
Valentin gère tout ça, mais préfère que ce soit moi qui le fasse parce il manque de temps souvent. Vous savez, avoir une école, la responsabilité d'une école et surtout rendre ses étudiants heureux, c'est très important. Et donc, il sait que moi, je peux gérer la mémoire de son père. Oui, et puis effectivement, gérer la mémoire de Montand, c'est un travail considérable. Ben, c'est beaucoup de travail. En tout cas, cette année, je ne vous le cache pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a ce livre qui sort. Il y a eu l'exposition à Marseille. Il y a ce film d'Yves Violand, documentaire, qui va passer sur France 3 le 14 octobre, qui donc demain, qui a quand même été à Cannes en compétition officielle, qui va aller à Los Angeles également. Au Festival de Cannes, hein, entendons-nous bien, qui est passé à la Cinémathèque récemment avec une standing ovation de 10 minutes. Non, mais c'est extraordinaire. Il va y avoir une très belle... il va y avoir une rétrospective à la Cinémathèque. Il y aura au Festival de Vincennes un hommage tout fait spécifique à Montand. Et puis Monde Soumano, pareil, fait une exposition pour Montand à Montsumano en Italie. Non, il y a beaucoup de choses. Et une intégrale de ses chansons, la première. Et Universal Music qui sort l'intégrale de ses chansons enregistrées qui sortira à la fin du mois d'octobre. Oui. Il y en a 298. 298 enregistrées. Enregistrées. Voilà. Mais ça aussi, il y en a que vous connaissiez pas. Ah, bien sûr, il y a des choses que je connais moins, oui. En tout cas, ceux qui aiment Montand et qui ne le connaissent pas forcément, je leur recommande de se procurer ce livre, La force du destin, que vous signez avec Luc Lariba aux éditions de La Martinière, Carole Amiel, et continuez à défendre Montand parce qu'on en a besoin. Comme dit Valentin, il le mérite tant. Exactement. Merci Carole Merci Amiel. à vous. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.